Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 8 octobre, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Il va bientôt fêter ses 2 ans, le Léman Express transporte aujourd'hui près de 45 000 voyageurs par jour entre la France et la Suisse. La filiale qui l'exploite, Lémanis, a désormais un nouveau directeur, Mathieu Fleury. Nous ferons sa connaissance dans ce journal. Et puis notre long format est consacré aux quadistes qui ont fait renfler leur moteur pendant la course de côte à Chana le mois dernier. Ils étaient près de 30 pilotes à concourir sur cette course mythique. Paul Jeanbrun est allé voir ce qu'ils ont sous le capot. Mais avant de développer ces titres, un mot sur l'épidémie de Covid-19 en Savoie. Sachez qu'à partir de ce samedi, le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur ni dans les lieux publics actuellement soumis au pass sanitaire. Pascal Bolo, le préfet, l'a annoncé ce vendredi matin. Vous pourrez donc vous rendre à visage découvert dans les restaurants, les bars, les musées ou encore les cinémas. Mais attention, le masque reste encore obligatoire dans les commerces. À l'école, les élèves pourront eux aussi faire tomber le masque à partir de ce lundi. Ces allègements de restrictions sont liés à la stabilisation de la situation sanitaire dans le département. Depuis presque 2 semaines, la Savoie ne dépasse plus les barres de 50 cas pour 100 000 habitants. Cela fait presque 2 ans que le Léman Express est sur les rails. Chaque jour, le réseau ferroviaire transfrontalier transporte près de 45 000 voyageurs entre la France et la Suisse. Son lancement a été particulièrement difficile pendant la crise sanitaire, entre confinement, manque de conducteurs et travaux. On fait le point aujourd'hui avec son nouveau directeur général Mathieu Fleury. Bonjour Mathieu Fleury. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce journal. Alors vous êtes à la tête du réseau Lémanis, qui, je le rappelle, c'est la filiale commune entre la SNCF et la CFF. Les chemins de fer fédéraux suisses. La mise en route de Léman Express a été difficile, mais la machine repart depuis cet automne. Je crois qu'on peut dire ça et je suis reconnaissant aux pionniers qui ont lancé cette offre fantastique et très innovante, transfrontalière comme vous l'avez dit, de 2 maisons mères, donc enfin une grande complexité et évidemment le Covid n'a pas facilité les choses, mais aujourd'hui effectivement, comme vous le dites, les affaires reprennent et on a le sourire. Est-ce qu'après presque 2 ans d'exploitation, le Léman Express a trouvé son public? Manifestement, alors qu'on est encore en Covid, vous en parliez en introduction, on a des chiffres quand même qui sont très proches de la cible qu'on nous avait donnée. Donc je suis très, je dirais, fébrile à attendre les chiffres de septembre, qui est un mois normal, travaillé, sans vacances, sans travaux, etc. Et on sent, en tout cas, si on prend le train, on voit bien que ce train a trouvé son public puisque nos wagons sont pleins. On table sur quel chiffre en ce moment? Alors on vise, je dirais, si on arrive à 45 000 justement, à rester sur ce chiffre-là, on estime que c'est un bon succès vu les circonstances. Et on peut espérer ces 50 000, c'était toujours un chiffre qu'on a articulé comme objectif à court, moyen terme. Et je pense qu'avec les perspectives que nous voyons aujourd'hui, il est réaliste. Alors le Léman Express, ce sont 240 trains qui circulent par jour de part et d'autre de la frontière. Les objectifs ont-ils été atteints depuis son lancement? Alors, non, pas encore. On a encore envie de plus, évidemment. Donc, on a d'abord cette fonction professionnelle, tous les pendulaires, les frontaliers, ce transport de travailleurs. Et là, les gens sont revenus, puisqu'ils travaillent, mais on a encore beaucoup de home office. Maintenant, ce qui nous reste à développer, et on est ici aussi dans une région très touristique, c'est tout le transport de loisirs, de culture, de vacances. Et là, évidemment, le fait que nous arrivons, par exemple, jusqu'à Annecy, est encore à développer pour que le réflexe se prenne de prendre le train aussi pour son temps libre. Est-ce qu'il y a encore des chantiers en cours en ce moment? Alors des chantiers au sens strict, heureusement pas. Je dirais là, il y a un peu d'entretien et autres, mais aujourd'hui on est stable. Et fondamentalement, le problème des mécaniciens se résout par la sortie de volets, de nouveaux mécaniciens. Et là, la stabilité devrait être maintenant la règle. Alors aujourd'hui, vous faites face à une pénurie de personnel côté suisse, des conducteurs et des mécaniciens plus exactement. Comment comptez-vous redresser la barre? Alors très simplement, donc heureusement les mesures ont été prises énergiques par rapport à un vrai problème qui a été identifié puisque à la fin octobre on a une volée de mécaniciens qui sort, à la fin janvier une autre et là vraiment on devrait avoir enfin les professionnels dont nous avons besoin et là vraiment un grand coup de chapeau aux équipes actuelles qui sont vraiment sous pression et qui tiennent la maison pour que nos clients, nos voyageurs puissent emprunter quand même le Léman Express malgré cette situation. Alors justement, parlons un peu du personnel. Comment se sent-il en ce moment? Alors je pense que les personnes sont
fatigués, ils ont été sous haute pression, ils attendent cette fin du tunnel annoncée. Elle est là, les personnes sont formées, on est au dernier réglage. Donc voilà, je pense qu'il y a une fierté par rapport à ce nouveau produit, ce succès qui leur est, que je leur dédie vraiment aujourd'hui. Mais évidemment, c'est compliqué et on a le plus grand respect vis-à-vis de leur situation. Comment vous voyez l'année à venir? Vous êtes optimiste? Très optimiste. Je pense que voilà, il y aura plus que jamais, les clients vont se rendre compte qu'avec nous, le temps de trajet n'est pas perdu. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps utilisable pour faire déjà travailler ou déjà vos loisirs, lire, utiliser les réseaux sociaux, ce genre de choses. C'est peut-être vraiment une particularité que les gens n'ont peut-être pas encore expérimentée. Et je compte sur le bouche à oreille. Je suis sûr que ceux qui empruntent le Léman Express en parleront et en parleront en bien et inciteront d'autres à le rejoindre. Justement, est-ce que le Léman Express est rentré dans les mœurs? Pas encore, je pense. Il y a encore beaucoup à faire pour que, en fait, le réflexe se prenne. Et typiquement, dans le cas des loisirs, les gens ont toujours tendance, dans leur temps libre, à garder la voiture. Et là, je pense qu'il faut faire les premières expériences, les premières bonnes expériences, quand les gens prendront des photos depuis le train, ce genre de choses. On se rendra compte, ah tiens, en fait, cette grande région est devenue plus petite grâce à ces transports beaucoup plus efficaces et plus rapides. Alors, vous succédez à Mario Verren depuis le 1er juin 2021. Avant cela, vous étiez directeur administratif de la Haute École de musique Vaud-Vallée-Fribourg. Comment êtes-vous arrivé à la tête de l'Emanis? Alors, je pense que le lien était un emploi précédent puisque j'étais actif dans une organisation de consommateurs de représentant des clients. Et fondamentalement, c'est plutôt par ce biais-là que l'aventure a commencé, puisque j'ai d'abord passé une courte période, au final, au CFF, donc la compagnie suisse de chemin de fer, pour développer l'approche client. Et c'est finalement ce que je viens amener ici, c'est qu'on a développé une offre. Maintenant, les trains roulent, les gares sont là, donc on a cette possibilité. Et maintenant, tout l'enjeu est de développer la demande. Et c'est de ça que nous avons parlé. Et cette perspective client, ce regard des clients, c'est peut-être ça que j'ai l'ambition d'amener dans le projet. Ce sont des postes qui se ressemblent? Alors, les humains sont toujours un peu les mêmes, bien sûr, mais non, il y a quand même des énormes différences, des enjeux très différents. Mais on a une petite équipe, ça c'est toujours, j'ai fait ça toute ma vie, manager des équipes, les motiver. Et je crois que là, vraiment, tout le monde est aligné pour réussir avec, comme je l'ai dit, ce sentiment de fierté par rapport à un projet vraiment à la base dont beaucoup étaient, je dirais, dubitatifs. Ils pensaient que ça ne sortirait même pas. Maintenant, on prouve qu'il était possible et qu'il correspondait à une vraie demande. Alors, une dernière question. Quelles seront vos priorités en tant que directeur de l'Emanis? Alors, je pense que un des enjeux, c'est évidemment le confort des clients, la stabilité. Hein, vraiment, les personnes doivent avoir confiance en nous, de garder le haut niveau de satisfaction, parce que c'est vrai, on a beaucoup l'habitude d'entendre ceux qui râlent, ceux qui se plaignent, mais nos enquêtes de satisfaction montrent qu'il y a une très très grande satisfaction, et comme je l'ai dit, qu'en plus du transport professionnel, nous développons le transport de loisirs, parce que je crois au potentiel de cette extraordinaire région franco-suisse qui peut encore se développer grâce à nous. Eh bien, merci Mathieu Fleury d'être venu sur notre plateau. À très bientôt. Merci beaucoup. Parlons politique à présent. C'est à la Maison des entreprises que le Grand Annecy a choisi de rencontrer 75 acteurs du monde économique ce vendredi. L'occasion pour la collectivité de présenter les grandes lignes de sa nouvelle stratégie économique. Une stratégie qui se concentre sur l'accompagnement des entreprises dans leur transition écologique et digitale. L'objectif est de préparer l'avenir en s'appuyant sur 3 piliers, l'industrie, le tourisme et les services de proximité. On écoute les précisions de Ségolène Guichard, la vice-présidente du Grand Annecy en charge de l'économie, au micro de Sébastien Germain. Une stratégie économique au service des entreprises et en concertation avec le monde économique. Alors comment on va continuer à les accompagner en s'appuyant d'abord sur le centre d'expertise de Saint-Joriot qui va être bientôt inauguré et sur lequel dont on espère qu'il sera un lieu de partage d'expériences mais aussi de mise à disposition d'expertise technique. Les grandes entreprises ont pris de l'avance par rapport aux petites entreprises, notamment artisanales, et elles auront besoin d'accompagnement pour ces petites entreprises pour arriver à un niveau de transition environnementale alors, qui va supposer
Dans certains cas, le changement d'outils, le changement d'énergie. Également, ça peut être des partages de pratiques. Ça peut être les aider à faire un bilan carbone et trouver les préconisations pour avancer dans cette direction-là. Et pour ça également, on va s'appuyer sur une filière à créer, filière économie environnementale, FEE, en acronyme, sur laquelle on est en train d'ouvrir les discussions avec le monde économique pour qu'il soit en total investissement dans cette filière. En politique, en Savoie, à présent, les 38 conseils départementaux ont adopté la dernière mouture du budget 2021. Au total, plus de 14 millions d'euros de dépenses supplémentaires ont été ajoutés au budget primitif, un budget qui avait été fixé à 593 millions d'euros en début d'année. Les fonds débloqués serviront notamment à relancer le secteur du BTP. On écoute à ce sujet Hervé Guémard, le président du conseil départemental de Savoie. Il répond aux questions de Lucas Ruche. Nous faisons toujours à l'automne un budget supplémentaire. Donc cette année, nous avons décidé de faire face à un certain nombre de dépenses supplémentaires. Je pense notamment sur les routes, parce qu'il y a toujours des choses à faire en plus. Et puis surtout, nous avons mis en place des crédits supplémentaires pour les primes au personnel des établissements qui reçoivent dans le secteur médico-social, notamment les personnes âgées. Donc nous l'avons décidé dès le mois de juin et nous le traduisons budgétairement cet automne. Par exemple, la route des Gorges de l'Arly qui relie les deux départements, le tunnel que nous avons percé, le pont que nous avons dû faire, tous les travaux de sécurisation ont été accélérés à l'occasion de ce plan de relance. Parce qu'à l'origine, nous avions des travaux de sécurisation prévus sur plusieurs années. Quand il y a eu cet éboulement épouvantable qui nous a contraints de faire ce tunnel et ce pont, nous en avons profité pour faire tout en même temps. Nous en parlions hier. La course de côte de Chana s'est déroulée les 25 et 26 septembre dernier. Elle a rassemblé près de 160 pilotes pour sa 50e édition. Cette dernière étape du championnat de France était l'occasion pour les pilotes de quad de se mesurer et de mesurer la performance de leur bolide sur ce circuit d'envergure, un sport très mécanique et physique et qui demande un mental d'acier. C'est notre long format du jour. Il est signé Paul Jeanbrun. Les visages sont fermés comme concentrés. Nous ne sommes pas sur un circuit, mais dans la ville de Chana, au départ de sa 50e édition de course de côte. C'est la finale du championnat de France, 4e et dernière étape, tout se joue ici. Derniers ajustements, derniers encouragements pour ces pilotes hors pair, sous l'œil attentif des commissaires de course. Le temps d'échanger quelques derniers conseils, alignement au départ, concentration, embarqué pour 1 minute de pure adrénaline. Arrivé en haut en 1 minute et 10 secondes, pas vraiment le temps d'admirer le paysage. À peine le temps de reprendre son souffle qu'il faut déjà rentrer au stand, sans oublier au passage de saluer le public. Chaque année, la course de Chana accueille près de 200 pilotes répartis en une dizaine de catégories. Parmi celles-ci, on compte notamment des motos, des supermotos, des sidecars, des mini-motos et des anciennes motos. Ça fait beaucoup de motos, mais la catégorie qui reste la plus impressionnante, c'est sans conteste celle des quads. Des prototypes survitaminés, préparés spécialement pour l'asphalte, capables pour certains de monter à près de 175 km/h dans les routes de montagne.
Des machines qui demandent du temps et de solides connaissances en mécanique pour être entretenues. Certains pilotes sont de véritables mécaniciens, autant passionnés par la course que par leur machine. Ce qui m'attire, c'est de pouvoir rouler avec une machine que je fabrique moi-même, quoi. Donc je suis parti d'un châssis existant qui a été entièrement modifié, un moteur de moto, enfin tout ce qu'on peut faire. Donc c'est le plaisir de pouvoir bricoler son quad les longs de soirées d'hiver et après de venir rouler avec les copains pendant la saison du championnat, quoi. Les quads qu'on met en œuvre, c'est quasiment tous des prototypes et ça n'a de quad en fait que les racines, que le nom. Mais ce sont vraiment des machines de course qui sont étudiées et conçues pour la vitesse. On dirait plutôt qu'on est sur un kart que sur un quad parce qu'on est très bas, on va très vite et on ne tombe pas. Des prototypes montés sur mesure qu'on appelle des super quadeurs que les pilotes entretiennent et améliorent en permanence. Mais toute cette préparation a un prix, compté entre 20 et 30 000 euros pour une saison à 3 machines. Un budget conséquent que tout le monde, particulièrement les jeunes pilotes, n'ont pas toujours les moyens de s'offrir. Quand on a un shifter là, il faut absolument le régler en ligne. C'est partant de ce constat que Jean-Jacques, quadeur passionné et mécanicien aguerri, a eu l'idée de créer l'association Quad Plus, qui permet à ses adhérents de pratiquer gratuitement ce sport, pourtant peu accessible. Le but, c'est de pouvoir nous permettre de faire des choses que jamais on pourrait faire dans un contexte normal. Jusqu'à présent, moi, en tant que particulier, je pouvais financer ma passion. Les jeunes qui m'entourent, eux, forcément, en début de carrière, on a moins d'argent et c'est compliqué. Et grâce à cette association, on est capable de mettre en œuvre des moyens, des relations qui sont à l'échelle d'un championnat complet. Et là, ça rend les choses tout de suite beaucoup plus faciles. L'association Quad Plus existe depuis maintenant 3 ans, une initiative locale puisque l'association est basée sur Annecy. Mais Quad Plus, c'est surtout une histoire de famille qui a commencé il y a presque 20 ans. Mon père m'a mis sur un quad à partir de 6 ans, donc c'est là que j'ai commencé le quad en cross et en course de côte, donc ici même à Chana, et ça lui a donné envie. Et du coup, il s'est acheté un quad et il s'y est mis. Et maintenant, on est aujourd'hui 3 pilotes dans l'association et d'autres pilotes qui viennent nous rejoindre dans l'aventure, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, si je voulais, par mes propres moyens, je pourrais pas. Je pourrais pas faire autant de courses, autant de montées, donc je suis content qu'ils me fassent confiance. L'association est entièrement financée par des partenaires locaux, une aide financière qui permet à ses membres de participer au championnat de France et de s'entraîner convenablement pour rester au niveau. On met énormément d'énergie à se déplacer partout en France, Italie, Corse, championnat de Ligue de Provence, pour aller rencontrer d'autres pilotes, les connaître et les stimuler pour venir rouler avec nous. Et aujourd'hui, on a des Corses qui sont venus, des Espagnols qui sont venus, 800 km, Barcelone qui sont venus spécialement pour faire la course là. Un sport qui prend progressivement une tournure internationale et cette année, c'est près de 30 quadeurs différents qui se sont retrouvés à Chana. L'occasion d'échanger ses meilleurs conseils et de s'ouvrir aux nouveaux pilotes. Ça fait des années qu'on roule tous ensemble, donc par affinité, on se met, certains sont ensemble, d'autres sont ensemble. S'il y a quoi que ce soit, on est tous là pour s'entraider. Si je peux améliorer les chronos, tant mieux, mais non, c'est du pur plaisir, quoi. Puis l'ambiance, la convivialité qu'il y a entre les pilotes, c'est génial. On est tous amis parce qu'on discute tous ensemble en dehors des montées. Mais après, c'est vrai, quand on est sur la piste, sur la route, on est quand même tous un peu en compétition, c'est normal. Au-delà des enjeux sportifs, le quad se démocratise et la course de côte également. De plus en plus de jeunes franchissent le pas, comme Nathan, 14 ans, qui roule pour la première fois en compétition. Pour moi, là, ce week-end, c'est un week-end d'apprentissage et j'apprends à bien conduire le quad. On roule en famille. Voilà, on père et fils, on roule depuis longtemps et on aime bien ça. Une génération nouvelle qui sera amenée à évoluer avec les questions environnementales, mais certains ont déjà pris de l'avance avec des concepts de quad entièrement électriques. Je suis déjà en train de travailler sur un nouveau concept, ce sera toujours un quad, mais au lieu d'utiliser de l'énergie fossile, on va s'orienter vers l'électrique. Alors certes, on fera plus de bruit, mais à mon avis, en termes de performance, il va falloir bien s'accrocher au guidon ou faire beaucoup de musculation parce qu'il y a moyen que ça nous fatigue beaucoup plus. La course de côte, un sport qui allie compétition, esprit sportif et partage, une discipline qui n'a définitivement pas fini de faire du bruit.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces belles images de montagne à Val Thorens. Ça y est, les premiers flocons sont tombés. La nuit dernière, il a neigé jusqu'à 15 cm sur les sommets à 2300 mètres d'altitude. Les températures sont négatives et la neige devrait tenir sous ce beau soleil. À suivre votre émission En tête-à-tête, Sébastien Germain a rencontré Maxime Grémetz, ancien député PCF de la Somme et désormais annécien pour une partie de l'année. C'est juste après la météo de Thierry Paulme. Lundi, vous retrouverez Sébastien Germain pour le journal à 18 h. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc et à très vite.